Comme vous dites, je suis né à Saint-Scolastique. J'ai poursuivi des études classiques au séminaire de Sainte-Thérèse pour ensuite fréquenter l'Université de Montréal où j'ai eu mes diplômes en pédagogie, me qualifier pour l'enseignement. J'ai commencé ma carrière d'enseignement en 1959 au séminaire Saint-Sacrement de Terrebonne. C'est là que j'ai passé les 8 ou 9 premières années de ma vie. Je suis arrivé à Saint-Jérôme en 1968, excusez. OK. Vous étiez, quand vous êtes arrivé à Saint-Jérôme, vous étiez aussi professeur ou vous avez changé? La dernière année que j'étais à Saint-Sacrement à Terrebonne, j'étais directeur des études. Et tout le temps que j'étais à Terrebonne, j'enseignais les mathématiques, surtout. J'avais même fait une percée à Saint-Jérôme. J'étais venu donner des cours aux professeurs de professeurs du primaire à Saint-Jérôme parce que c'était, dans ce temps-là, une nécessité. Les professeurs n'avaient pas eu beaucoup de formation, surtout les professeurs du primaire en mathématiques. Puis il y avait un courant qui voulait les aider à se perfectionner en mathématiques pour améliorer leur enseignement. J'étais venu pendant plusieurs semaines, durant les années 64-65, enseigner à des groupes de professeurs de Saint-Jérôme les mathématiques. C'était la création du ministère de l'Éducation, puis le développement, la Révolution tranquille, si vous voulez. Okay. Puis Saint-Jérôme, pour moi, ça me disait quelque chose. Ma mère était diplômée de l'École normale de Saint-Jérôme, donc ça faisait déjà plusieurs années. Okay. J'avais trois de mes sœurs aussi qui avaient été diplômées de l'École normale de Saint-Jérôme. Donc Saint-Jérôme, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Vous aviez un attachement. Un attachement à Saint-Jérôme. Okay. Puis là, depuis 68, donc ça fait tout près de 50 ans que je suis impliqué au niveau de l'éducation à Saint-Jérôme, mais aussi au niveau des affaires, puis du communautaire, puis au niveau politique, un petit peu à tous les niveaux. OK. Quand vous arrivez donc à Saint-Jérôme en 1968, quel poste vous occupez au sein de la commission scolaire? Je suis engagé comme directeur des études de la commission scolaire Saint-Jérôme, qui s'occupait à ce moment-là de 8 écoles primaires dans la ville de Saint-Jérôme et une à Bellefeuille. C'était la commission scolaire de Saint-Jérôme à ce moment-là. Il y a eu plusieurs étapes. Moi, j'ai vécu une transformation de la commission scolaire de Saint-Jérôme à partir de mon arrivée. Okay. En 1972, le ministère de l'Éducation a décrété l'intégration de toutes les commissions scolaires environnant Saint-Jérôme. Si je fais le tour rapidement, là, La Fontaine, Saint-Antoine, Saint-Janvier, Sainte-Monique, Saint-Canute, Saint-Colomban. Donc, de 8 écoles, on est passé à 15 ou 18 écoles. Toujours au niveau primaire? Toujours au niveau primaire. Ça, c'était en 1972. C'est là que je suis devenu le premier directeur général de la commission scolaire Saint-Jérôme, qui, à ce moment-là, a ouvert ses bureaux où se trouve aujourd'hui le CLSC, là, sur le boulevard Labelle. Okay. Le 1000 Labelle. On était les premiers à développer cette bâtisse-là, qui était vacante à ce moment-là. Okay. C'est M. Audy qui nous l'a transformé, qui nous a aménagé des bureaux, puis qui a permis à la commission scolaire de Saint-Jérôme de se développer à partir de 1972. C'était la première étape en 1972. Okay. Puis il y en a eu une suivante en 1975. Ça a été peut-être l'étape la plus importante. La régionale existait déjà depuis 8-9 ans. La commission scolaire Saint-Jérôme s'était développée. Puis il existait une volonté, surtout des gens de la chute, de récupérer le secondaire chez eux. Ils n'avaient jamais digéré de participer à la régionale de l'Or des Ormeaux, okay. qui donnait l'enseignement secondaire à ce moment-là. OK. Donc, quand vous parlez de la régionale, c'est le rassemblement de plusieurs écoles secondaires. De secondaire, de Saint-Jérôme, toutes les commissions scolaires que je vous ai nommées tout à l'heure. Okay. Le secondaire était donné à Saint-Jérôme et la Chute aussi. Okay. Toute la région de la Chute qui s'était regroupée comme, en 72 comme ici dans la région, eux autres, leur secondaire fréquentait la régionale de l'Or des Ormeaux, puis il y avait la polyvalente La Vigne, puis il y avait l'école Monseigneur Lacourse. Il y avait leur secondaire, mais dirigé, le centre administratif était de Saint-Jérôme. Okay. Puis eux voulaient se séparer, puis Saint-Jérôme n'était pas contre ça. C'est pour ça qu'en 1975, c'est ce qui est arrivé. Saint-Jérôme a récupéré le primaire
et a récupéré le secondaire. Donc, à partir de 1975, on avait 23 écoles, puis au-delà de 1000 enseignants, un personnel qui dépassait les 1000 personnes. Okay. Donc, c'était une grosse organisation, c'était un gros développement. Quand je suis arrivé en 68, il y avait un secrétaire trésorier ou 3 ou 4 personnes à l'administration. On s'est retrouvé au-delà de 1000 en 75. En peu d'années. En peu d'années. C'est-à-dire, quand j'ai quitté en 82, on dépassait beaucoup le 1000. Okay. C'était une grosse organisation. On avait eu l'occasion de se doter du centre administratif que vous retrouvez actuellement au 960 rue Labelle, en face de l'ancien. C'était l'ancienne école d'arts et métiers qui avait servi durant les années 70 à l'enfance inadaptée. Okay. Fait que l'école, ce groupe-là avait été déménagé à Saint-Lucien, qui est devenu aujourd'hui une clinique de l'hôpital. Okay. L'école Saint-Lucien, aujourd'hui, loge 3 ou 4 cliniques de l'hôpital Saint-Jérôme. Okay. Ce qui était, quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, une maternelle comme on avait une seule au Québec. Okay. On venait d'un peu partout pour venir la visiter. C'était une maternelle sur 2 étages qui regroupait toutes les maternelles de la Commission scolaire Saint-Jérôme. Okay. C'était quelque chose d'unique au Québec. Ça, vous l'avez connu un petit Moi, peu je suis arrivé avec Claire Poisson, oui. Ça m'a pris quelques années à repatrier chacun de ces groupes-là, chacun dans son école. Ça n'a pas été facile parce que Sœur Poisson avait une emprise assez grande sur son école. Parce que moi, je trouvais ça difficile parce que les enfants passaient plus de temps dans l'autobus, certains, qu'à l'école. Okay. Imaginez-vous les enfants qu'on allait chercher à Bellefeuille ou dans les quartiers les plus éloignés pour les amener à l'école. Ils étaient plus longtemps dans l'autobus qu'à l'école parce que dans ce temps-là, la maternelle, c'était seulement qu'une demi-journée. D'arriver, puis le temps d'arriver, de se déshabiller, puis de repartir, il était plus longtemps dans l'autobus qu'à l'école. Okay. Ça a été toute une aventure, ça, l'affaire. C'est sous votre gouverne que les maternelles ont été repatriées dans chacune des écoles de quartier, oui. Okay. Puis avec en disant aux parents, même si vous revenez dans votre école de quartier, vous allez continuer à avoir le transport. C'est un privilège qu'ils ont gardé jusqu'à l'an passé. Okay. Je me suis aperçu l'an passé que le privilège a été supprimé, mais ils avaient gardé le privilège tout le temps. Okay. Parce qu'ils disaient que c'était une question de sécurité, parce que ça n'avait pas été facile de faire accepter. Okay. Beaucoup de parents étaient d'accord pour le repatriement, mais un petit nombre était aussi réticent pour des raisons de sécurité, et ainsi de suite. Okay. Ça a été parmi les aventures que j'ai vécues durant mes 15 années à la Commission scolaire Saint-Jérôme. Parce que quand c'était fait en 74-75, le regroupement du primaire secondaire, j'ai mis en place un service de communication parce que j'ai trouvé qu'il était bien important de permettre à tout ce monde-là qui était nouveau de se parler, de se connaître, puis ainsi de suite. Donc, j'ai procédé à des concours pour engager une personne pour s'occuper des communications, pour aider à faire connaître les gens, à se faire connaître les gens, puis à faire connaître les expériences qui pouvaient se vivre d'une école à l'autre. Okay. Fait que on a fait des entrevues, puis j'ai eu l'occasion à ce moment-là de recruter. La première femme n'est pas restée longtemps. La première que j'ai recrutée n'est pas restée longtemps. Puis après ça, j'ai recruté quelqu'un qui est devenu célèbre aujourd'hui du côté de la littérature jeunesse, Robert Soulière. Oui, OK. Robert Soulière, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il s'est développé, puis il a développé quelque chose d'assez important. Donc, il a été longtemps... Il a travaillé avec moi 4-5 ans. Puis là, on a fait, durant cette période-là qui était avec moi, une recherche-action. Il y avait des professeurs de l'Université du Québec qui demeuraient sur notre territoire, entre autres le directeur de la Faculté d'éducation de l'Université du Québec. Il a décidé de faire une recherche-action sur notre territoire pour voir quelle était la perception des enseignants par rapport à l'école vis-à-vis la perception des parents. Pour découvrir que la perception des parents et celle des enseignants étaient complètement opposées, diamétralement opposées. Okay. Pour les parents, l'école, ça servait de préparation à la vie, préparation au travail. Pour les profs, c'était beaucoup plus
formation générale, éducation. Donc, ça a été une occasion d'échange entre les parents et les enseignants pour essayer de créer un rapprochement entre les deux, puis une meilleure connaissance. Moi, le dossier dont je suis plus fier, c'est d'avoir amené, bien avant que le ministère de l'Éducation, puis que tout le monde en parle, une très grande décentralisation des écoles, puis une très grande participation des parents. Chaque école, quand j'ai quitté, avait son propre budget, son livre de banque. Ils pouvaient acheter tout ce qu'ils pouvaient avoir besoin. En d'autres termes, gérer leur budget un peu comme une école privée peut le faire. Puis quand il y avait trop d'argent, tout ça qui nous en restait, on leur remettait le 1er juillet. Ils nous leur donnaient le 30 juin, on leur remettait le 1er juillet pour éviter que ce qui se passe au gouvernement, que les crédits périmés sont engouffrés. Le Québec m'a menacé de représailles parce que c'était pas légal selon eux autres, mais ils l'ont jamais fait. Fait que à ce moment-là, c'était des montants importants. Ça pouvait être 1 million, 1,5 million dans certains cas, quand la grosseur de la commission scolaire, qui était réinvestie dans l'année suivante. C'était quand même assez important. Les parents, quand j'étais là aussi, étaient invités à voter sur le budget en question dans chacune des écoles. Ils étaient aussi invités à participer à l'engagement du directeur de leur école. Donc, c'est des choses. J'avais 2 conseils pour travailler avec moi dans les dernières années. Le conseil des commissaires, puis le conseil des parents. Chaque mois, je rencontrais le conseil des commissaires. À chaque mois, je rencontrais le comité de parents, qui étaient les présidents de toutes les écoles. Okay. Ça me permettait, à ce moment-là, d'avoir toujours une très bonne idée de ce qui se passait dans les écoles, puis eux aussi, de pouvoir me questionner sur leurs préoccupations, leurs problèmes. Donc, on avait une très bonne... Ça permettait une très grande communication entre les écoles et l'administration. OK. Ça a été une gestion très participative. Moi, je pense que aujourd'hui, quand on se dit... Pour moi, là, l'amélioration de l'éducation passe par une plus grande autonomie des écoles. Parce qu'après avoir vécu pendant 15 ans comme directeur de la commission scolaire, les 15 années suivantes, je l'ai passé au privé, à diriger des écoles privées. Puis je me suis aperçu que c'était 2 mondes différents. Une négociation collective dans une école privée, ça se fait dans l'école avec les enseignants de ton école. Les décisions budgétaires, ça se fait dans ton école, avec les parents de ton école, et ainsi de suite. Les commissions scolaires, souvent, ça se fait à Québec, ou encore au Conseil des commissaires, ou en d'autres, ou avec le syndicat. Alors que dans l'école privée, puis moi, je pense que pour aider les écoles publiques, il faut essayer de leur donner un type d'autonomie le plus proche possible de celui-là, pour revaloriser la profession des enseignants. Là, les enseignants, actuellement, ils se considèrent bien plus comme des exécutants. Oui. Puis leur participation, dans certains cas, n'est pas toujours facile. Non, effectivement. Pourquoi, en 1982, vous partez? C'est assez simple. Je suis devenu directeur général de la Fédération des cégeps. OK. Bon, parce que... Pour relever de nouveaux défis. Oui, parce que pendant que j'étais à Saint-Jérôme, j'ai participé à la mise en place du cégep de Saint-Jérôme. J'ai été nommé au conseil d'administration l'année qui correspondait au développement du cégep. Quand je suis arrivé là, il n'y avait pas de directeur général, il avait démissionné, pas de directeur des études, puis le cégep était en construction. Fait que là, j'ai dû, avec les gens du conseil, procéder à l'engagement d'un directeur général, d'une directrice des études, une femme qui était engagée. Le directeur du personnel est assassiné pas longtemps après dans un parc à Québec, donc je dois le remplacer aussi. En d'autres termes, c'est une période très... J'ai fait 3 ans comme président du conseil d'administration. J'ai dû, durant ces 3 ans-là, aider avec les membres du conseil à combler les postes en direction, assurer la construction. Puis ça se faisait en même temps que la construction
à Montréal, là, du parc olympique, là, je ne sais pas si c'est... Oui, oui, oui. Puis donc, on a eu des gros problèmes dans la construction, des syndicats, ces choses-là. Mais on a passé au travers, il y a eu l'inauguration, puis le cégep a fonctionné, puis ces choses-là. Ça fait que je suis bien satisfait de ça. Donc, j'avais été connu au niveau collégial. OK. Fait que là, on parle toute cette période-là où vous êtes sur le conseil Là, d'administration. ce conseil d'administration au cégep, bénévole. Puis j'étais tellement impliqué là-dedans que ma belle-mère, quand j'ai quitté, elle me disait, ma femme m'a dit, comment est-ce qu'il va faire maintenant pour gagner sa vie? Parce qu'elle ne croyait pas que je faisais ça en même temps que j'étais à la commission scolaire. Fait que là, on parle des années 1973 à 1976, quand vous êtes sur le Conseil d'administration du cégep. OK. Puis là, en 82, on vous recrute. Là, le poste est ouvert comme directeur général, puis il y a une firme, qui appelle ça une firme de chasseurs de tête, m'a appelé, puis m'a invité à postuler. OK. Vous êtes resté combien d'années? 2 ans. OK. Parce que là, ils se sont aperçus moi, je me suis aperçu que je n'étais peut-être pas à bonne place. OK. Dans le sens que pendant les 2 ans, j'ai encore fait du ménage. Il arrive là, il y avait des dettes, il y avait des choses comme ça. Je les ai payées, dettes. Parce que le plus grand créancier de la Fédération des cégeps, à ce moment-là, c'était le ministère de l'Éducation. Comme je m'y connaissais beaucoup avec le ministère de l'Éducation, pendant que j'étais à la commission scolaire de Saint-Jérôme, j'avais établi énormément de liens avec le ministère de l'Éducation. Je connaissais à peu près tout le monde au ministère de l'Éducation. Fait que je me suis organisé pour que la Fédération des cégeps fasse payer ses dettes. OK. Puis réorganiser tout ça. Mais ça, je me suis aperçu que j'étais pas faite pour ce milieu-là. Puis après 2 ans, j'ai décidé de commun accord de quitter. OK. C'est là qu'on m'a fourni une année de salaire, ce qui m'a permis de travailler à plein temps sur un autre dossier. Un gros projet dans Oui. votre vie, Oui. c'est la création. Ça, c'est le plus gros projet de ma vie. OK. 3 ans, je vous dis bénévole, mais une partie payée par la Fédération des cégeps, à la mise en place de l'Académie La Fontaine. Ça, c'était un travail énorme. Puis quand je regarde après, je dis, c'est un vrai miracle. C'est que l'enseignement privé avait complètement disparu de Saint-Jérôme. OK. Il y avait déjà eu un essai, l'école Marchand. L'école qui aujourd'hui, je pense que ça s'appelle Marchand aujourd'hui, à côté de l'Aréna Mélenchon. Oui. Ça a déjà été une école privée à Saint-Jérôme. C'était un curé qui avait ouvert ça. Ça a duré quelques années. Puis à un moment donné, ça a fermé, puis les étudiants étaient transférés à Sainte-Thérèse. Là, moi, quand j'ai pris ce projet-là en main, il y avait un groupe ici à Saint-Jérôme, c'était M. Fouché, qui était greffier à la ville de Saint-Jérôme, qui rêvait de mettre en place une école alternative. Ça s'appelait, il appelait ça Sciences, Nature, Culture. C'était une école alternative, mais pas du type que celle que vous connaissez. OK. Ça aurait été une école alternative du type conservateur, axée sur la nature, la culture, puis la tradition. OK. Mais il n'a pas réussi. Pour toutes sortes de raisons, il n'a pas réussi. Fait que moi, avec 2-3 autres personnes, dont surtout que je me rappelle le plus qui m'a aidé là-dedans, M. Garrité, Denis Garrité, on a tenu une première assemblée au sous-sol de la Caisse populaire. On était 50 à 70 personnes. Puis, la société, les conseils d'administration de la science, nature, culture a démissionné. Moi, Denis Garrité et quelques autres parents, Michel Verdier entre autres, on a pris la place du conseil d'administration de ces gens-là. M. Fouché restait avec nous autres, puis d'autres groupes. C'est à partir de ce noyau-là qu'on a monté le projet de l'Académie La Fontaine. Je dis jour après jour, semaine après semaine, comme une campagne électorale qui a duré 3 ans. OK. Fait que là, on est en 1984-85. L'aventure de Saint-Jérôme, l'Académie a duré de 85 à 88. OK. Ça, c'est juste la préparation. La préparation de 85 à 88, l'ouverture a eu lieu en 88. Là, ça va faire 30 ans l'année prochaine que l'Académie La Fontaine est venue au monde. OK.
Ça, c'est votre plus belle réalisation, Oui, vous oui, diriez? oui. Parce que j'ai été... C'est grâce à l'aide de mes parents, d'autres parents de Saint-Jérôme, du milieu des affaires, de tous les liens que j'avais tissés pendant que j'étais à la commission scolaire de Saint-Jérôme. J'avais été président de la Chambre de commerce de Saint-Jérôme. J'avais été président du Conseil régional de développement des Laurentides. J'avais fait un petit peu de politique avec M. Ryan, et ainsi de suite. Ça, c'est tous ces liens-là que j'avais tissés durant cette période-là qui m'ont permis de réunir l'argent et les moyens, parce que ça a été fait à l'aide d'une corporation à but non lucratif. Par exemple, la municipalité de La Fontaine avait une terre qui avait repris pour non-paiement de taxes. Une terre qui appartenait à Clifton Lincoln, un ancien ministre du gouvernement de M. Ryan. Il avait décidé de la laisser tomber parce qu'il ne s'ouvrait pas de rue où sa terre était, puis ça ne marchait pas trop. La ville de La Fontaine nous a cédé cette terre-là, il me semble que c'est une cinquantaine d'acres, pour 50 000 pièces. C'était un prix d'amis dans le temps. Puis là, puis plus que ça, le projet, les premières années, on a vivoté, moi tout seul, avec un prof de la commission scolaire, André Desjardins. On a rédigé les premières demandes pour le ministère de l'Éducation pour obtenir un permis, parce que pour ouvrir une école privée, ça prend un permis. J'avais pas de bureau, on s'est installé chez Verdier. Les édifices de l'Aude-Verdier, là où était la Banque Royale anciennement, oui. Au deuxième étage. Mais quand la municipalité de La Fontaine nous a vendu son terrain, là, le maire nous a offert le local des pompiers à La Fontaine. On s'est installé dans l'hôtel de ville de La Fontaine. Puis là, j'ai recruté 5 personnes pendant 2 ans qui ont travaillé à plein temps avec moi sur le projet. Eux autres étaient payés, pas moi. Pour les payer, j'ai été chercher l'argent du fédéral avec ce qu'on appelait dans ce temps-là des Canada au travail. J'ai recruté des professeurs qui ne travaillaient pas, puis qui voulaient faire quelque chose. Puis ils sont venus. Je les ai recrutés, c'est un Canada au travail. J'avais une secrétaire, 2 ou 3 professeurs. On était 5. Ils étaient 5. Pendant 2 ans, ces gens-là ont travaillé à plein temps sur le projet. Faire la publicité, monter des choses. On a passé à visiter toutes les municipalités de la région, semaine après semaine. Les expositions régionales, des réunions de cuisine. En d'autres termes, le projet, pour le financer, c'est assez simple. On dit, chaque parent, chaque famille qui voulait inscrire un enfant à l'Académie La Fontaine devait débourser 1000 pièces. Contre ce 1000 pièces-là, on donnait un reçu de chaque thé. Ça veut dire que ça lui coûtait en fait à peu près 400. À peu près. Fait que on a, sur les 2 ans en question, là, ou 2 ans et demi en question de travail, on avait recruté à peu près 180 parents qui avaient déposé le fameux 1000 pièces, tout ça. Mais pour avoir ça, on a fait beaucoup de millages. Entre-temps, j'avais recruté une communauté religieuse qui a décidé de nous avancer 100 000 pièces. J'avais aussi contacté l'Association des écoles privées qui a décidé de nous prêter 500 000. Puis le gros coup, là, je l'ai obtenu un soir. La ville de Mirabel, étant consciente que je faisais toutes ces recherches-là, m'a offert une école, puis la possibilité de me construire une école avec gymnase, piscine et tout ce que vous voulez, chez eux, à Mirabel. Je suis revenu à Saint-Jérôme, j'ai compté ça au conseil d'administration. Ça a dégelé les affaires. Un membre du conseil a décidé de mettre 100 000, de le prêter. Un autre a mis 200 000, ce qui a permis de boucler le financement. Parce qu'on avait besoin, pour partir ça, d'à peu près 1 500 000, 2 millions. Fait que c'est tout été ramassé comme ça, là, à gauche et à droite. Le 180 000 des parents, l'Association des écoles privées. En tout cas, je voulais apporter le cahier, je l'ai oublié à quelque part, parce que j'ai la liste de tout le monde, parce que
je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui contribuaient. Je vais vous donner un exemple. J'avais des bureaux entreposés chez mon frère à Mirabel. Ça m'avait été donné par une école de Rawdon. J'avais été chercher un plein camion de bureaux, là, puis on avait entassé ça à Mirabel pour l'ouverture de l'école. L'Hydro-Québec m'a fourni tout l'ameublement pour mes bureaux gratuitement. Je suis allé chercher un samedi matin un plein camion. Pour faire l'aménagement, j'ai recruté des prisonniers qui sont venus travailler chez nous. J'étais bien ami avec le directeur de la prison. Il m'avait fourni 5 ou 6 hommes qui venaient. En d'autres termes, c'était le travail d'une multitude de personnes. Les parents ont mis des heures et des heures, les parents qui m'ont aidé à mettre l'Académie La Fontaine en place. Ma famille nettoyait les bureaux parce que les oiseaux avaient fait des dégâts sur les bureaux en question, les nettoyer, puis toutes ces choses-là pour les ramener parce qu'ils avaient passé 7-8 mois dans l'entrepôt à Mirabel qui n'était pas fermé. Je ne veux pas louer un entrepôt à 200 pièces par mois pour éclairer ça. Donc, on a eu beaucoup de collaboration d'un peu tout le monde dans un projet comme celui-là. Puis je pense que c'est dans ce sens-là que je dis que c'est quelque chose d'assez extraordinaire de cette réussite-là. Quand pour avoir le financement du primaire, il a fallu ouvrir un pensionnat. La Caisse Saint-Jérôme, les caisses populaires avaient offert un pensionnat à la commission scolaire Pierre Neveu à Mont-Laurier. La commission scolaire a dit on n'en veut pas de pensionnat. Fait que le directeur de M. Martel, qui était à ce moment-là directeur de la Caisse Sainte-Paul, il dit l'Académie ne prendra pas ce pensionnat-là. Bien, je dirais bien, ils ont construit le pensionnat sur notre terrain. Okay. Puis on a été chercher la subvention du primaire avec ça. C'est toutes des choses comme ça qui ont permis à l'école de se développer. À chaque été, j'allais chercher des Canada au travail pour faire des casiers pour les élèves, aménager la cour de récréation. J'ai eu un technicien en asphalte pendant tout un été pour surveiller les travaux qui se faisaient, des choses-là, payées par le gouvernement fédéral. Fait que, beaucoup de collaboration du fédéral, du provincial. À un moment donné, M. Forchette, qui était député provincial, j'étais cherché 125 000 $ pour équiper le gymnase. Il y en a eu beaucoup. M. Forchette me fournissait du personnel aussi, des gens dont une partie du salaire pouvait être payée par le provincial pour la bibliothèque, le secrétariat. C'est comme ça que l'école est partie. OK. Donc, une belle implication. C'était une implication de la communauté, du milieu. Puis moi, je me suis servi beaucoup de tous les contacts que j'avais pu établir quand j'étais à la commission scolaire, que j'étais à la chambre de commerce et un peu partout. Parce que c'était pas ma première expérience avec la prison. Quand j'étais à la commission scolaire, M. Legros, je crois, qui était à ce moment-là directeur de la prison, avait décidé d'ouvrir un centre de réinsertion sociale dans la cour de la prison, en allant chercher des roulottes à Bay James. Une fois qu'il y a eu ces roulottes, il n'y avait pas d'argent pour le personnel. Je ne pouvais pas parler de ça, mais j'ai déjà vécu des grèves difficiles et ces choses-là. Puis à un moment donné, pour régler ces grèves-là, il y a eu des réunions à Québec avec le sous-ministre de l'Éducation, ces choses-là, puis mes avocats. Mais le sous-ministre de l'Éducation, dans le temps que j'avais réglé mes grèves, était devenu sous-ministre. Il savait qu'à la commission scolaire, on avait des professeurs qui travaillaient pas trop, qui n'avaient pas de travail du tout. Parce que j'avais vécu une période difficile à la commission scolaire Saint-Jérôme. Il y avait ces roulottes, mais il n'y avait pas de personnel pour s'occuper des prisonniers. Fait que il y a eu une entente entre le ministère, avec la commission scolaire et la prison, pour que les professeurs payés par la commission scolaire, parce que de toute façon, ils payaient pareil, même s'il n'y avait pas de travail, sont allés passer un an là-bas. Plusieurs sont revenus de là enchantés de leur expérience. Ça les a appris à travailler avec un monde différent, des choses intéressantes. Ils leur enseignaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était pas de l'enseignement comme tel. C'était beaucoup plus les aider à se comprendre. Il y avait peut-être un peu d'enseignement là-dedans, les préparer à retourner dans la communauté. Parce que quand un gars a passé 7, 8 ou 10 mois en prison, les aider à se préparer à être réintégré. À partir de 1995, mes implications en éducation se sont faites sur la rive sud de Montréal. J'ai créé d'autres écoles privées sur la rive sud de Montréal.
à partir de entre 1995 et 2007. OK. Tout en restant à Saint-Jérôme, mais pas impliqué comme tel. L'application suivante à Saint-Jérôme, c'était en 2011. Puis ça a un domaine très différent. La mise en place d'une coopérative funéraire. OK. Qui est à Prévost, puis qui existe encore aujourd'hui. Et là, elle est installée devant le cimetière dans les édifices de Godard, juste à côté du crématorium. Oui, oui. Maintenant qu'elle est là, à Saint-Jérôme. Elle était à Prévost, là, ça s'appelait avec les sentiers commémoratifs de la Rivière-du-Nord. C'est là que s'est faite l'ouverture, puis le développement. C'était toute une épopée, mais bien différente de celle de l'Académie La Fontaine. Parce que l'Académie La Fontaine, ce qui me rend content, c'est que ça a continué, puis ça a continué à se développer. Puis ça a pris de l'ampleur, puis ça va encore très bien. Je suis très, très, très heureux de cette réalisation-là. Vous êtes fier du legs, justement? Oui, je suis très, très, très content. Oui. Même si ça n'a pas été facile, qu'il y a eu des choses difficiles pour moi et ma famille. Parce que, comme je vous disais, en bas, avant de monter, il y en a plusieurs qui s'imaginaient que j'étais devenu millionnaire avec ça, que j'en avais beaucoup profité. Mais non, ça s'est fait avec une corporation à but non lucratif. Non seulement j'en ai pas profité, mais j'ai risqué tout ce que j'avais maintenant pour mettre ça en place. Mais voyez-vous qu'on ne perd pas 1 500 000 comme ça sur le coin de la table. On doit endosser. Puis je l'ai fait avec d'autres personnes. On était 25, on s'est mis ensemble pour endosser, pour permettre d'avoir les fonds nécessaires pour la mise en place de l'Académie La Fontaine. Okay. Puis ma famille, d'endurer quelqu'un pendant 3 ans, pas de salaire aussi, c'est pas toujours facile. J'ai été déjà, même durant cette période-là, quelques semaines sur l'assurance chômage. Puis j'étais tellement faim pour remplir, tellement nerveux quand je remplissais que j'avais marqué que j'étais enceinte.